Bon, écoutez, mes amis, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais sur un site, j'étais sur Google Chrome. Bon, apparemment, ça s'est arrêté. Donc, je me suis rabattu sur un autre, euh, Firefox. Écoutez, je suis navré, j'espère que ça va aller cette fois. Je vais boire un coup parce que j'ai la gorge un peu sèche. Bon, je ne sais pas si la partie que j'ai faite est perdue. Si vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me dire si vous la voyez ou pas? En tout cas, je vais essayer de la résumer parce que bon, bon. En tout cas, j'étais à Beyrouth pour le week-end dernier. J'ai passé 4 jours, 4-5 jours. Il y avait un forum sur la Palestine. Avant le forum, il y avait 2 journées avec des délégués du monde arabe, enfin des délégués de gauche, auxquels je n'ai pas participé, mais j'ai côtoyé pendant. Il y avait des délégués des pays arabes, des syndicats, des partis politiques, des organisations militantes comme le Hezbollah, le Hamas, etc. Et c'était magnifique. Voilà. Bon, j'ai échangé un petit peu. Bon, mettons que je me suis fait connaître. Voilà, j'ai distribué quelques cartes. Et puis voilà, peut-être il y a des contacts qui se sont établis. Bon, et c'est très bien qu'il y ait eu cette effervescence. Ça, disons, ça donnait une idée que des forces de tous les pays arabes, parce qu'il y avait du Jordanie aussi, donc du Maghreb, donc toutes ces forces étaient là pour montrer que on n'oubliait pas la Palestine, on n'oubliait pas la révolution et qu'on faisait tout pour maintenir le combat et chercher des voies et moyens pour le mener. Bon. Et donc, bon, il y a eu plusieurs. Bon, arrive la journée du forum, et là, il y avait. C'était spécifique. C'est-à-dire, il y avait. Bon, là, il y avait des délégués étrangers, une dizaine à peu près, et je disais qu'il y avait des Irlandais, qui étaient absolument magnifiques, 2 ou 3, et ça montre que, quand même, la cause palestinienne est superbement bien défendue. Salut Laurence, ça me fait plaisir. Donc, la cause palestinienne est bien défendue. Et ça, c'est fantastique qu'on n'oublie pas et que les gens se battent. Et il y avait bien sûr des. Bon, on a eu droit à des, comment dire, des comptes rendus, des envolées lyriques sur la révolution, sur les prisonniers palestiniens, sur les combats des syndicaux, politiques, etc., idéologiques. Bon. Et puis on a surtout parlé, on a évoqué comment dire, le deal du siècle. Bon, le deal du siècle, c'est important de savoir, c'est-à-dire que Trump est en train de enfin, d'essayer d'imposer, et je crois qu'on est sur la voie où il arriverait à le faire. Le deal du siècle consisterait en quoi? À imposer en fin de compte une solution aux Palestiniens, c'est-à-dire leur dire voilà, vous avez 25% à peu près ou 30% de Cisjordanie et vous allez créer un État sur ces 25 à 30%, qu'on appellera un État par commodité, c'est-à-dire vous aurez un drapeau et vous serez reconnu. Sauf que ces 25 à 30% ne constituent pas, même ces 25 à 30%, d'abord ils sont entourés par l'armée israélienne, c'est-à-dire que pour entrer et sortir, il faut passer par une sécurité israélienne. L'espace aérien est contrôlé par Israël, les ressources hydrauliques, etc. Et donc, finalement, ça sera une espèce de protectorat palestinien sous les ordres d'Israël. Voilà. Gaza serait remise provisoirement, enfin, on sait ce que ça veut dire provisoirement. Vous savez qu'entre 48 et 67, Gaza était administré par l'Égypte. Donc, finalement, voilà, on reviendrait à peu près à cette solution. Bon, qu'est-ce qui pousserait les Palestiniens à accepter?
Vous savez, Arafat, pourquoi il a toujours refusé une solution pareille, sans aller jusqu'à dissoudre l'autorité palestinienne. Parce qu'il disait, si je signe un tel accord, je me fais assassiner. Bon. Maintenant, les Palestiniens sont tellement découragés, sont tellement désespérés, ils ont le peuple palestinien de Cisjordanie et de Gaza, ils ont le monde entier contre eux. Le monde arabe ne cesse de dire aux Palestiniens, écoutez, signez cet accord et qu'on n'en parle plus, vous allez avoir un État. L'autorité palestinienne, la nomenclatura palestinienne, celle qui dirige, celle qui profite, celle qui a des salaires de 10 000, 20 000 dollars par mois, 30 000 dollars par mois, eux, ils ont intérêt à ce que ça soit signé. Bon, c'est-à-dire, ils vont faire semblant d'avoir un État, et puis, bon, voilà, ils sont sous la coupe des Israéliens, mais ils jouent le jeu, c'est-à-dire, on leur donnera une petite capitale à côté de Jérusalem qui s'appellerait Aboudis. C'est un petit village, vous pouvez regarder sur la carte. Et puis, voilà, on réglerait enfin ce problème. C'est-à-dire, si jamais ça arrivait, et c'est ça qui est terrible, qui serait terrible, c'est que le monde arabe, on lui enlèverait une des plus grandes manifestations de lutte. Parce que qu'est-ce qui unit le monde arabe? Qu'est-ce qui unit les peuples marocains, tunisiens, algériens, etc. pour combattre le sionisme et pour combattre l'impérialisme? Ils s'accrochent à la Palestine, parce que c'est la Palestine qui les unit. Parce que la Palestine est une cause, et la cause depuis 70 ans. Si jamais si jamais l'autorité palestinienne signait cet accord, c'en est fini, puisque de quel droit on demandera au Hezbollah, on demandera au régime syrien ou à l'Iran, de quel droit vous vous battez pour la Palestine, puisque les Palestiniens ont accepté un accord. Et donc, toutes les pressions, maintenant, on est en train d'étrangler économiquement, financièrement, l'autorité palestinienne, politiquement, pour qu'elle arrive, pour qu'elle aboutisse à cette solution. Et malheureusement, je ne vois pas comment l'autorité palestinienne peut échapper à long terme à cette capitulation qui serait une catastrophe. Alors, moi, on m'a demandé dans mon intervention, qui durait à peu près 10 minutes, de donner un point de vue très, très rapide, enfin, en quelques phrases sur la situation, et de dire qu'est-ce que je peux, de suggérer des solutions ou des méthodes ou des voies à suivre pour continuer le combat. Donc, moi j'ai dit que la nation arabe se trouve dans une situation catastrophique. Bon, on ne va pas faire un dessin. Et si elle se trouve dans cet état, c'est aussi parce que l'Occident, l'impérialisme occidental, a trouvé un chien de garde extraordinaire qui est Israël. Vous savez, au début de 48 à 67, l'Occident n'avait pas beaucoup tablé sur Israël. Bon, ce serait trop long de refaire l'histoire, mais à partir de 67, quand on a vu que l'État d'Israël a donné un coup presque fatal au nationalisme arabe, là on a commencé à se dire, tiens, c'est intéressant ce pays, il est capable de nous enlever cette épine du pied qui est le nationalisme arabe, qui voulait devenir indépendant, non aligné, etc., etc. Et donc, Israël, aujourd'hui, il paraît imbattable sur le plan diplomatique. Quasiment aujourd'hui, même l'ONU s'excuse de condamner Israël ou de dire, enfin, de prendre la moindre résolution. On revient même sur les anciennes résolutions. Voilà. L'UNESCO, vous voyez, bref, Israël revient diplomatiquement. L'Europe, elle dit du bout des lèvres la solution à deux États.
mais l'Europe, ça l'arrangerait bien que, que les Palestiniens acceptent un petit État sur 25% de leur territoire. Alors, parce qu'on a sauvegardé l'essentiel. Le monde arabe ne jure que par cette solution, l'Amérique, etc. Donc, la Russie, la Chine. Donc, quasiment, diplomatiquement, Israël est un bateau. Diplomatiquement, militairement, il ne faut pas se faire d'illusions. La Syrie, enfin, de toute façon, la Syrie pendant 40 ans, les Israéliens sont cyniques. Ils aiment rappeler dans leurs médias que malgré tout ce qu'Israël fait à la Syrie, vous savez, même avant la guerre civile, Israël bombardait de temps en temps, pas régulièrement, mais de temps en temps bombardait la Syrie. En 2007, ils ont détruit un truc, paraît-il nucléaire ou quelque chose, ça s'est avéré, et les Syriens n'ont pas moufté. Et les Israéliens aiment rappeler avec un certain cynisme que depuis 1973, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré de la Syrie. Voilà. C'est-à-dire que la Syrie, le régime syrien n'a qu'une seule obsession, et c'est ce que j'ai critiqué, mais je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Le régime syrien n'a qu'une seule obsession, contrairement à ce qu'on pense, c'est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Il a peut-être raison, mais voilà, il faut le dire. Il faut être réaliste, c'est-à-dire que le régime syrien, la Palestine, c'est pour plus tard où ça ne la regarde pas. Voilà. Et donc, diplomatiquement, militairement, économiquement, Israël est imbattable, semble imbattable. Cependant, je pense, enfin, c'est ma conviction, je pense que Israël est vulnérable. Israël est un colosse au pied d'argile et il est très vulnérable. Il est très vulnérable sur quoi? Sur sa légitimité. Et c'est là où il faut taper. C'est-à-dire, c'est quand on suit les médias israéliens et on se rend compte à quel point la légitimité, ils sont vraiment inquiets. Quand il y a un chanteur qui va en Israël, ou un groupe, ils le disent comme une victoire. Mais quand il y a un chanteur qui n'y va pas, c'est vraiment, il se pose des questions. La hantise des Israéliens, c'est de devenir les parias de l'humanité. Et c'est ça à quoi il faut arriver. Donc, comment? Moi, j'ai proposé deux possibilités, deux directions, si vous voulez. Au sein du monde arabe, et là, on avait tous les délégués du monde arabe. Pratiquement, je crois que tous les pays étaient représentés. Introduire l'idée que l'autorité palestinienne déroule le tapis rouge au régime sioniste. C'est-à-dire qu'il faut autant combattre le régime sioniste que l'autorité palestinienne. Il y a eu quelques mouvements dans la salle, mais le traducteur a dit, je suis désolé, c'est ce que c'est ce que dit l'orateur. Parce que le plus terrible, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui croient, moi je leur ai dit ceci, il n'y aura jamais un État palestinien. C'est-à-dire, il n'y aura jamais un État qui s'appellerait Palestine à côté d'Israël. Jamais. Ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le deal du siècle, un Bantoustan, c'est-à-dire un État croupion, comme on dit en droit international. Un État croupion. Cherchez sur Google, vous allez trouver la définition. Et donc, c'est-à-dire un simili-État, pas un vrai État. Et donc, et c'est ça, si on veut obtenir ça, oui, mais un État de Palestine. Quand j'entendais des délégués dire « nous ne renoncerons jamais aux frontières de 1967, nous réclamons le retour des réfugiés », moi comment dire, ça m'attriste de voir à quel point on peut fantasmer, on peut rêver.
bien sûr, enfin, je suis de tout cœur avec ces déclarations, je suis de tout cœur avec ces objectifs, mais ils ne sont plus réalistes. C'est même pas une question de réalisme. Il n'y a aucun pays au monde qui accepterait aujourd'hui le retour des réfugiés. C'est une illusion, mais totale, totale. Bon. Quant à rediviser Jérusalem, enfin, je veux dire, vous savez, il y a, comment dire, il y a une réalité. Voilà. Aucun pays, aucun grand pays, bien, malgré tout ce qu'ils disent, faut jamais, Israël est un partenaire très important pour la Russie, pour la Chine, pour l'Inde, pour l'Europe, pour l'Amérique. Il faut pas. Qu'est-ce qui s'en fiche des Palestiniens? Qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Ils disent du bout des lèvres, on est pour une solution à 2 États. Mais juste qu'ils signent pour un bantoustan et qu'on n'en parle plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Ils ne lèveront pas le petit doigt pour gêner Israël dans son expansion du Grand Jérusalem et pour avaler la Cisjordanie. Voilà. Et donc, il faut déplacer le combat. Il ne faut pas dire, voilà, il faut dire au monde arabe, il faut dire aux populations du monde arabe, nous ne luttons plus pour un État palestinien. Nous luttons pour que l'autorité palestinienne disparaisse. Pourquoi il est important que l'autorité palestinienne disparaisse? L'autorité palestinienne, vous savez, c'est ça l'intelligence des sionistes, il faut le reconnaître. C'est je dis moi, le génie du mal, mais c'est le génie. En 93, ils ont signé les accords d'Oslo. Pour vous donner une idée, en 93, la Chine et l'Inde n'avaient pas de relations diplomatiques avec Israël. Quand ils ont signé les accords d'Oslo, ils ont dit ah, Israël veut la paix. Donc, ils ont établi des relations diplomatiques. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde sont les meilleurs clients sur le plan militaire d'Israël. C'est dire à quel point, et encore je peux développer, mais ce n'est pas la peine, les accords d'Oslo ont été une trouvaille fantastique pour Israël. Et qui fait le sale boulot en Cisjordanie? Qui protège les colonies? Qui arrête les militants du Hamas et du FPLP? Qui protège les routes de Cisjordanie, les belles routes? Parce que quand vous voyez les routes poussiéreuses qui mènent au checkpoint, ces routes-là sont pour les Palestiniens, mais il y a de très belles routes réservées aux Juifs. Qui protège ces routes? Qui protège cette sécurité, ce statu quo? Ce sont les forces de sécurité palestiniennes. Il faut saisir ça. Si on supprimait les accords d'Oslo, si l'autorité palestinienne se dissolvait, disait on n'existe plus, qu'est-ce qui arriverait? Les chars israéliens devraient rentrer en Cisjordanie et réoccuper toutes les villes pour maintenir l'ordre. Et Israël redeviendrait l'occupant. Et ça, ce serait intolérable pour Israël. Et ça serait intolérable pour la communauté internationale. Et donc, c'est ce que j'ai demandé, au moins qu'au sein du monde arabe, qu'on lutte pour éliminer cette idée fallacieuse qu'on puisse arriver à la coexistence de 2 États. Maintenant, on vient, et puis dire aussi au monde arabe. Vous savez, moi ce qui... les Arabes, je crois que par haine du sionisme, par mépris, enfin mal placé, c'est-à-dire, comment dire, c'est pas le moment, disons, voilà. Je crois qu'ils n'étudient pas vraiment ce qu'est le sionisme. Je ne sais pas s'il y a des chaires dans les universités arabes pour étudier réellement le sionisme, la littérature sioniste, la chanson sioniste. Les Israéliens le font. Et ils découvriront quoi? Ils découvriront à quel point les sionistes, les Israéliens, de gauche comme de droite, méprisent les Arabes. Moi, je suis, comment dire, éberlué quand je vois des Arabes, des écrivains, comme l'écrivain algérien, comme des journalistes marocains,
ou un avocat égyptien, je crois, enfin, vouloir discuter, aller en Israël et discuter avec des sionistes. Mais ils ne se rendent pas compte d'une chose, enfin, c'est ça qui est terrible. L'interlocuteur en face, il a un mépris total pour lui. Il le regarde, il lui sourit, vous savez, comme le colonialiste français au Maroc, en Algérie, mais il n'en pense pas moins. Il pense qu'il a face à lui un connard d'arabe qu'il a envie d'écraser. Voilà. Et je regrette terriblement que les Arabes, que ces intellectuels n'aient même pas compris cet élément fondamental de l'idéologie sioniste. Maintenant, ça, c'était ma vision du monde arabe, la direction. Maintenant, je disais une chose aussi, qu'il fallait mener le combat différemment vis-à-vis de l'opinion publique occidentale. Et j'ai dit ceci, c'est la seule qui compte pour Israël. L'opinion publique arabe, russe, etc., pour eux, ils n'en ont rien à fiche. Par contre, l'opinion publique occidentale, les Israéliens, ils sont très sensibles. Or, cette opinion publique, elle est, si elle n'est pas, quand elle n'est pas anti-israélienne, au moins, elle se défie d'Israël. Je parle en tout cas de l'opinion publique européenne. C'est fini le bon vieux temps où les jeunes Européens allaient par dizaines de milliers dans les années 60 et 70 dans les kibbutzim pour se refaire une santé morale, intellectuelle, culturelle, etc. Il faut travailler là-dessus. Et cette opinion publique occidentale, il faut lui donner des éléments. Mais quels éléments? Pas, vous savez, pourquoi j'ai écrit Confession d'un Saïan? Parce que Confession d'un Saïan, c'est l'histoire d'un journaliste de Libération qui devient, après quelques circonstances, qui devient un Saïan. Et on lui donne la responsabilité, justement parce qu'il est un Saïan, de contrôler les contributions qu'on fait au journal Libération. Vous savez, le journal Libération, il a toujours 3 ou 4 pages de contributions. Des intellectuels, des économistes, etc. Et moi, souvent, pendant un moment, je me disais, je m'étais laissé avoir. Je me disais quand même, Libération, il est vachement critique contre Israël. Parce qu'il y avait des contributions contre la colonisation et l'occupation. Et un jour, je ne sais pas comment la lumière s'est faite, mais à force de réflexion, etc., j'ai réalisé qu'en fait, le travail de Libération, c'est quoi? Comme de Marianne, comme tous les journaux qui se disent de gauche, c'est de faire en sorte de critiquer Israël sur un point, l'occupation, pour ne pas soulever le vrai problème qui ferait du mal à Israël et qui serait la légitimité d'Israël. Je m'explique. Tant qu'on tape sur l'occupation, bon, ok, à la limite, ça devient presque banal, fatigant. Bon, encore l'occupation. Bon, ils ont pris des hectares, ils ont construit des appartements. C'est, comment dire, les gens sont fatigués, désabusés. Mais en parlant d'occupation, on ne parle pas de la vraie nature du régime sioniste. On ne dit pas cet État n'est pas légitime. Cet État n'a rien à faire dans cette région. Cet État ne peut jamais faire la paix. Jamais. La nature du sionisme est d'une nature raciste et violente. Le sionisme a besoin de la tension interne. Regardez, j'ai mis une photo ou une vidéo il y a quelques jours. Des religieux ont interdit une soirée salsa dans une ville qui s'appelle Ashdod. Bon. Ashdod était une ville jusqu'à il y a quelques années tout à fait laïque. Les gens se baladaient. Bon, il y a des religions qui sont arrivées,
parce que c'est pas cher, et les religieux se produisent comme des lapins. J'en sais quelque chose, j'en ai dans ma famille. C'est-à-dire, ils ont 8, 10, 12 enfants. Et donc, ils sont venus à Ashdod. En quelques années, ils sont devenus à peu près 25%, 25% ou 30% de l'électorat. Et donc, le maire, il est effrayé parce que bon, c'est un électorat quand même. Donc, il a fait fermer les boutiques le samedi. Et maintenant, les religieux, ils se lâchent. Ils ont interdit, parce que c'est une soirée mixte de salsa. Donc, ils ont dit, il n'y aura pas de soirée de salsa. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a une espèce de tension continue parce que les religieux, moi, je vais vous dire, j'ai un frère religieux comme ça, il m'a dit, tu sais, Jacob, nous, on joue la démocratie, mais la Torah n'a rien à voir avec la démocratie. Lorsque nous serons assez nombreux, on imposera notre loi. La démocratie, pour le moment, elle nous sert, parce qu'on n'est que 20-25%. Mais le jour où on pourra, on imposera. Et donc, en fait, il y a des tensions terribles en Israël, entre les religieux et les laïcs, entre les Israéliens arabes, enfin d'origine séfarade marocaine, et les Ashkénazes, entre les minorités arabes, maintenant druzes, etc. C'est un état en ébullition qui peut péter à tout moment. Donc, cet état a besoin d'une tension intérieure pour se maintenir en état de guerre. Les Israéliens doivent vivre sur le pied de guerre. Vous savez, quand j'allais là-bas, je ne vais plus maintenant, des gens de ma famille qui sont naïfs, enfin d'origine marocaine, ils me disaient, mais pourquoi on ne peut pas vivre en paix? Voilà. Mais parce que leur gouvernement ne veut pas qu'ils vivent en paix. Il crée suffisamment de tensions, de guerre, pour que les gens se disent, bon, on n'y peut rien, il faut toujours qu'on soit en guerre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut développer la propagande occidentale. Autre exemple que j'ai dit. Peu de gens connaissent la réalité de l'éducation en Israël, à l'intérieur d'Israël. Peu de gens, malheureusement, qui est l'apartheid scolaire, c'est-à-dire deux systèmes scolaires séparés, l'un juif, l'autre arabe. Il n'y a pas un seul pays au monde où il y a un apartheid scolaire. Or, Libération n'en parle jamais. Maria n'en parle jamais. Ou peut-être ils ont fait un petit entrefilet pour qu'ils vous disent « Ah si, on en a parlé, 5 lignes. » Voilà. Mais ils n'ont jamais fait de grandes lignes, des pages d'événements là-dessus. Il ne faut pas que ça se sache. Parce que le jour où les gens se disent « C'est un état d'apartheid », mais il faut le boycotter. Or, le travail de libération, c'est de taper sur l'occupation pour éviter qu'on parle de l'apartheid qui sévit dans la société israélienne. Autre exemple, qui connaît la détention administrative? Vous imaginez qu'il y a 300 à 400 prisonniers aujourd'hui qui ne sont pas jugés, qui n'ont pas le droit d'avoir un avocat, qui ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Il y a une députée du FPLP, Khalida Jarrah, je crois qu'elle s'appelle, qui est en prison depuis un an, depuis plus d'un an. Moi, j'ai proposé au forum de personnifier le combat, de personnifier. Voilà. C'est-à-dire, pendant des semaines et des mois, de mettre sa photo partout, sur les autobus, dans les métros, partout pour que les gens s'identifient. Regardez par exemple quand il y a eu, quand on le fait contre Poutine. Il y a par exemple les Pussy Riot. Vous vous souvenez, celles qui ont chanté, tout le monde a su qui c'était, tout le monde les a vus à la télévision, etc. Il faut faire ça, il faut montrer qu'Israël est un État qui emprisonne des hommes, des femmes, des enfants, sans procès, etc. Donc, il faut arriver à moi j'ai dit une chose, on ne peut pas faire la paix avec cet État,
il faut l'éradiquer. Et pour l'éradiquer, il faut le délégitimer, c'est-à-dire faire reconnaître son impossibilité de s'intégrer pacifiquement et humainement dans cette région. Et les Israéliens nous donnent encore des éléments, enfin c'est fantastique, on dirait qu'ils font tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est une société qui se droitise, qui se fascise. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont adopté la loi nation, là. Vous savez, la loi sur le peuple juif, etc. Et Israël nous donne des arguments pour combattre ces États. Vous imaginez si un État musulman ou catholique ou n'importe qui aurait pris ces mêmes mesures, enfin, mais il aurait été l'objet d'attaques terribles. Israël devient, c'est le, comment dire, le pays de tout le peuple juif. C'est pas un État de ses citoyens. Le Grand Jérusalem est sa capitale. La loi encourage la colonisation juive, c'est-à-dire la loi encourage la constitution de localités juives où les non-juifs n'auraient pas le droit de vivre. Enfin, comment dire, c'est hallucinant. Et je pense même entre nous, enfin, je veux dire, ça, j'espère que le forum fera le nécessaire pour faire passer ces méthodes et ces manifestations, ces propagandes, j'espère, pour montrer à l'opinion publique occidentale qui compte pour développer le boycott, pour développer la légitimité de l'État sioniste. Mais déjà, entre nous, à notre petite échelle, nous devons nous concentrer sur ces aspects-là. Quand il y a, je ne sais pas moi, par exemple, quand il y a eu le match annulé entre l'Argentine et Israël, quand il y a un chanteur qui n'y va pas, quand il y a une tension, par exemple, entre les Druzes, il faut donner le maximum d'impact à ces nouvelles qui délégitiment, qui font du mal. C'est ça qui fait du mal à Israël. Pas quand on parle d'occupation. Ils ont l'habitude. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai regardé la France 24. Il parlait du Golan. Bon. Et le journaliste a dit en terminant, je rappelle que le Golan a été occupé par Israël depuis 1967. Voilà. Qu'est-ce que ça peut faire à Israël? Et ils n'en ont rien à fiche. Voilà. Ce qui compte, c'est de dire que c'est une société comment dire, d'apartheid. C'est une société raciste, fasciste, théologique, messianique, mais qui méprise même les Européens, etc. Et donc, c'est dans ce but, c'est dans ce sens-là que nous devons faire comment dire, notre propagande. Enfin, moi, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez que comme j'ai été arrêté sur Facebook une fois, j'ai pas envie de recommencer. Enfin, je veux dire, je recommence, mais je ne donne pas la pleine mesure de mes convictions. Donc, je fais beaucoup sur Twitter et sur VK où il y a une très grande liberté d'expression. Donc, je vous encourage. Je sais pas, je n'ai pas abandonné Facebook parce que des gens me disent on vous voit plus, on vous voit moins, etc. Bon, je sais que Facebook est devenu un instrument entre les mains des sionistes et donc ils sont intraitables. Donc, j'essaye d'être prudent. Par contre, sur Twitter et VK, je me lâche. Donc, allez-y de temps en temps pour voir ce que je fais et puis relayez tout ça et mettez-vous en tête que le meilleur moyen, le plus efficace et qui fait le plus mal à la société israélienne, c'est de mettre en cause leur fondement, leur légitimité dans cette région.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.